Élise Renaud travaillait sa terre avec des mains sûres et une patience infinie. Mais elle n'aurait jamais imaginé ce qui l'attendait lorsque le gang est arrivé en trombe à travers ses champs au crépuscule. Il s'était donné pour mission de la briser, arrachant les clôtures, incendiant les poulaillers et crachant des insultes destinées à la chasser. Élise a enduré chaque menace, chaque insulte et chaque tentative de la dépouiller de sa maison. Mais lorsque la violence est devenue trop brutale pour être ignorée, elle n'a plus eu le choix. Ce que les assaillants n'avaient jamais réalisé, c'est qu'Élise était un tireur d'élite légendaire de l'armée de terre. Entraîné à ne jamais se rendre. Il la pensait fragile. Il pensait qu'elle s'enfuirait. Il n'aurait pas pu se tromper davantage. La brise d'automne portait l'odeur de la terre fraîchement retournée tandis qu'Élise Renaud parcourait les lignes d'irrigation de la Noilleraie. Ses bottes laissant des empreintes fermes dans le sol riche du Périgord. Son œil exercé captait chaque détail, vérifiant les fuites, les bouchons ou l'usure qui pourraient menacer les récoltes de la saison suivante. La terre appartenait à sa famille depuis 3 générations. Et elle en connaissait chaque centimètre carré comme elle connaissait autrefois son fusil de précision au Sahel. Le soleil couchant peignait tout d'un ambre chaud, projetant de longues ombres à travers les noyers. Élise s'arrêta pour essuyer la sueur de son front. Sa peau mate brillant dans la lumière dorée. Le poids familier des vieux gants de travail de son père dans sa poche arrière lui rappelait tous ceux qui avaient travaillé cette terre avant elle. Élise, le dîner est prêt. La voix de Martine traversa clairement le champ. Chaude et forte malgré ses 63 ans. Ne le laisse pas refroidir, ma chérie. Un petit sourire toucha les lèvres d'Élise. La cuisine de sa mère était l'une des choses qui l'avaient aidé à trouver la paix après son retour de mission. Le rythme de la vie à la ferme. Les corvées au lever du soleil. L'entretien de l'après-midi et les repas du soir avec maman. Avaient lentement reconstruit son sentiment d'utilité. Le grondement lointain la figea sur place. Les muscles d'Élise se tendirent instinctivement. Ses sens aiguisés par le combat immédiatement en alerte. Le son devint plus fort. Plusieurs moteurs, des véhicules lourds, se déplaçant vite, trop vite pour ces chemins de terre. 3 pick-up sans plaque d'immatriculation dévalèrent leur chemin privé, soulevant des nuages de poussière. Le rythme cardiaque d'Élise se stabilisa tandis que son entraînement militaire prenait le dessus. Elle compta 6, non, 8 hommes dans les véhicules, tous vêtus de vêtements sombres, le visage masqué. « Maman !» cria Élise, courant déjà vers la maison. « Rentre tout de suite !» Les camions s'arrêtèrent en dérapant près de la clôture. Des hommes en sautèrent, brandissant des battes de baseball et des pieds de biche. Le premier coup fit voler en éclats les poteaux de clôture en bois. Un autre homme se précipita vers les poulaillers, dispersant des oiseaux terrifiés dans des explosions de plumes. Élise rejoignit Martine sur le porche, qui se tenait figée, regardant le chaos se dérouler. « Mon Dieu du ciel !» murmura Martine. « Rentre à l'intérieur, maman, maintenant !» La voix d'Élise était calme. N'admettant aucune discussion, elle guida sa mère à travers la porte. La verrouilla et se déplaça avec une efficacité coutumière vers le coffre à fusil à côté du porte-manteau. Les cris des assaillants se rapprochèrent. « C'est fini, Renaud. Cette terre a de nouveaux propriétaires maintenant. Ta place n'est plus ici. » Les mains d'Élise ne tremblaient pas alors qu'elle chargeait son fusil. Le poids lui était familier, différent de son arme de service. Mais les principes restaient les mêmes. Respirer, se concentrer, contrôler. Par la fenêtre, elle les regardait avancer dans sa cour. 8 hommes, comme elle l'avait compté, se déplaçant avec la confiance imprudente de ceux qui n'ont jamais fait face à une véritable résistance. Leurs masques ne pouvaient cacher leur piètre approche tactique. Se regroupant, se laissant exposer, Martine se tenait à l'entrée de la cuisine, la main pressée contre sa poitrine. « Élise, ma chérie, éloigne-toi des fenêtres. Maman !» La voix d'Élise restait calme, même si la rage brûlait dans sa poitrine. Ces hommes pensaient qu'ils pouvaient simplement prendre ce que des générations de sa famille avaient bâti. Ce que son grand-père, un héros de la résistance, avait défendu sur cette même terre. Elle sortit sur le porche, le fusil prêt, mais pas encore levé. « C'est une propriété privée. Partez maintenant. » Des rires éclatèrent dans le groupe. Un homme s'avança, balançant sa batte contre les rosiers primés de sa mère. « Propriété privée ? Pas pour longtemps, ma jolie. Pourquoi tu ne… » La détonation du premier coup d'Élise coupa ses mots. Le pneu avant du camion le plus proche explosa. Le véhicule basculant sur le côté. Avant que l'écho ne s'estompe, son deuxième coup retentit, frappant un poteau de clôture en métal à quelques centimètres de la tête de l'homme à la batte. Le poteau chanta comme un diapason, sa résonance se propageant dans le silence soudain. Les hommes reculèrent, leur attitude arrogante se fissurant. Mais au lieu de battre en retraite, ils se regroupèrent. 2 levèrent leurs propres fusils de chasse. D'autres se dispersèrent, essayant de contourner le porche. « C'était votre avertissement », lança Élise, sa voix portant le même ton qu'elle utilisait pour diriger ses troupes. « Le prochain ne manquera pas sa cible. »« Tu ne peux pas tous nous abattre », criait l'un d'eux. Mais sa voix vacillait.
Le doigt d'Élise reposait fermement sur la détente. Elle reconnut la posture des hommes armés. Ce n'étaient pas des soldats. Leur prise était maladroite, leur position déséquilibrée. C'étaient des brutes jouant aux guerriers. Vous voulez tester cette théorie? Le soleil couchant était maintenant dans son dos, les forçant à plisser les yeux pour la voir. Un autre avantage, tout comme la position surélevée du porche, tout comme les années d'entraînement qui lui avaient appris à contrôler un champ de bataille. D'autres camions apparurent sur la route, leurs phares perçant le crépuscule grandissant. Les assaillants semblèrent puiser du courage dans ces renforts. Avançant de nouveau, le troisième coup d'hélice claqua dans l'air, frappant le sol à leurs pieds, projetant de la terre et du gravier. Son quatrième coup suivit immédiatement, détruisant un autre pneu. La précision de ces attaques sembla enfin enregistrée auprès des assaillants. Ce n'étaient pas des tirs chanceux ou des tirs à l'aveugle. Chaque balle allait exactement où elle le voulait. Derrière elle, à travers la moustiquaire, elle entendit les prières silencieuses de Martine se mêler au son de la composition d'un numéro de téléphone. Bien, ils auraient besoin de témoins. D'un enregistrement. Dernière chance, annonça Élise. Son fusil ne vacillant jamais. Le prochain tir va au centre de la masse. À vous de choisir. Les assaillants hésitèrent, se regardant à travers leurs masques. Leur formation s'était dissoute, leur bravade antérieure remplacée par l'incertitude. Ils ne s'attendaient pas à une résistance. Ne s'attendaient pas à trouver quelqu'un qui savait exactement comment se battre. L'un d'eux fit un pas en avant, levant son fusil. Le souffle d'Élise ralentit, sa concentration se rétrécissant sur sa lunette de visée. Elle leur avait donné leurs avertissements. S'ils la forçaient à agir maintenant. L'assaillant au fusil levé n'eut jamais l'occasion de tirer. Un grand fracas sur le côté de la maison attira l'attention de tous. À travers la fenêtre de la cuisine, Élise aperçut une silhouette masquée essayant de forcer la porte moustiquaire. Son entraînement militaire prit le dessus instantanément. Évaluation de la menace, priorisation de la cible, action. Elle pivota, enfonçant la crosse de son fusil dans le sternum de l'intrus avec une force écrasante. L'homme se plia en deux. Haletant, Élise enchaîna avec un coup ascendant qui l'attrapa en plein visage. Son masque se déchira alors qu'il s'effondrait inconscient sur les planches du porche. Le sang coulant de son nez. Personne n'entre dans ma maison, gronda Élise, pivotant déjà pour faire face à la cour. Les autres assaillants avaient profité de la diversion pour avancer. Le fusil d'Élise claqua de nouveau, la balle tranchant nettement le masque d'un homme, l'emportant avec elle en sifflant près de son oreille. Le visage exposé devint pâle de choc alors que le masque tombait au sol. Bordel de merde, marmonna quelqu'un. Elle ne nous manque pas. Elle choisit de ne pas nous tuer. L'odeur âcre de la fumée flotta dans la cour. L'un de ses poulaillers brûlait. Les oiseaux effrayés se dispersant toujours dans la panique. La mâchoire d'Élise se serra face à cette destruction insensée. Mais ses mains restèrent fermes alors qu'elle rechargeait. Chaque mouvement précis et exercé. Ces hommes pensaient que la violence était leur force. Ils n'avaient jamais fait face à quelqu'un qui en avait fait sa profession. Les assaillants se dispersèrent en un large demi-cercle. Brandissant leurs armes, des chaînes cliquetèrent, des battes raclèrent le sol. Ils essayaient d'encercler le porche. De présenter trop de cibles à la fois. Tactique d'amateur. À travers la fenêtre derrière elle, Élise pouvait entendre les prières de Martine se mêler au crépitement des flammes. Seigneur, protège ma petite fille, donne-lui la force, garde-la en sécurité. Élise n'avait pas besoin d'intervention divine. Elle avait l'entraînement, la compétence et une juste colère de son côté. Alors que les assaillants commençaient leur deuxième assaut, elle se mit au travail. Les phares du camion le plus proche explosèrent en succession rapide, plongeant cette section de la cour dans l'obscurité. 2 tirs, 2 coups au but, avant que le verre ait fini de tomber. Élise changeait déjà de cible. Une balle projeta de la terre à quelques centimètres du pied d'un assaillant armé d'une chaîne, le faisant reculer en dansant avec un cri. Une autre balle ricocha sur un poteau de clôture en acier avec un son musical. La balle déviée envoya 3 autres hommes plonger pour se mettre à l'abri. Merde, elle joue avec nous. Foncez, elle ne peut pas tous nous avoir. Un assaillant costaud chargea les marches du porche. Balançant un tuyau, Élise fit un pas de côté, laissant passer le coup sauvage. Son genou monta dans son ventre. Le pliant en deux, elle attrapa son col et lui claqua le visage contre la rampe en bois avec une force précise. Assez pour l'étourdir, pas pour le tuer. Il s'affaissa sur les planches en gémissant. Les autres regardèrent leurs compagnons tomber. Hésitant, Élise profita de ce moment pour crever 2 autres pneus de camion. Les explosions firent sursauter les assaillants. Chaque tir avait un but. Contrôler l'espace, interdire les angles d'approche, démoraliser ses attaquants. Mais qui est cette femme? Putain? Cria l'un d'eux. Un assaillant avec un fusil de chasse tenta de contourner la maison. Élise mit une balle dans le canon de son arme, la rendant inutilisable. L'homme la laissa tomber comme si elle était en feu. Reculant en trébuchant, un autre tenta d'atteindre l'homme inconscient sur son porche.
Les balles d'Élise firent voler en éclats le plancher entre ses mains tendues. Il recula en rampant, jurant. Repliez-vous, regroupez-vous. La voix portait l'autorité malgré sa frustration évidente. Élise suivit l'orateur à travers sa lunette. Il était plus grand que les autres, dirigeant leurs mouvements avec des gestes rageurs. Alors qu'il se tournait pour crier un autre ordre, son masque glissa, le visage en dessous était jaune, tordu de rage et familier. Kevin Dubois, le neveu du maire, Jean-Pierre Dubois. La reconnaissance fut mutuelle, ses yeux s'écarquillèrent, puis se rétrécirent de fureur en réalisant qu'il venait d'humilier son raid. Renaud, cracha-t-il, j'aurais dû savoir que c'était toi. Tu te prends pour une soldate ? Je ne me prends pour rien, répondit froidement Élise. Je sais exactement ce que je suis et ce que vous êtes. Kevin remonta son masque, mais le mal était fait. Ce n'est pas fini, tu m'entends ? Cette terre a un destin. Et ce n'est pas avec les gens de ton espèce. Mon espèce ? Le doigt d'Élise se resserra légèrement sur la détente. Tu veux dire les agriculteurs, les propriétaires terriens, les anciens combattants ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Kevin recula vers les camions restants, essayant de maintenir son arrogance. Nous reviendrons avec plus d'hommes, mieux équipés. Je serai là, promit Élise. Son ton fit visiblement frissonner plusieurs assaillants. Les camions démarrèrent en rugissant, ceux aux pneus crevés crissant sur leurs jantes alors qu'ils battaient en retraite. Kevin fut le dernier à partir, son masque toujours de travers alors qu'il fixait Élise. Elle garda son fusil pointé sur eux jusqu'à ce que le dernier véhicule disparaisse dans un nuage de poussière et de gaz d'échappement. La cour tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement des projecteurs et du crépitement lointain du poulailler en feu. De petites lumières rouges clignotaient régulièrement depuis des caméras de sécurité montées sous les avant-toits. Des dispositifs d'enregistrement qu'Élise avait installés après trop d'accidents dans les fermes voisines. La porte moustiquaire grinça en s'ouvrant. Martine se précipita dehors, enlaçant la taille d'Élise. Élise baissa enfin son fusil, laissant la chaleur de sa mère s'infiltrer dans ses muscles tendus par le combat. Ma courageuse fille, murmura Martine, sa voix tremblante mais fière. Ma forte et courageuse fille. Le regard d'Élise resta fixé sur la route où les assaillants avaient disparu. Chaque seconde de l'attaque était sauvegardée sur des disques cryptés. Chaque visage, chaque action, chaque menace capturée en haute définition. Qu'ils reviennent, elle serait prête. Le soleil du matin révéla toute l'étendue de la destruction. Élise se tenait dans sa cour, son café refroidissant dans ses mains alors qu'elle inspectait les dégâts. Le poulailler n'était plus qu'un squelette noirci. Des volutes de fumée s'élevant encore des cendres. Des poteaux de clôture brisés sortaient de terre comme des dents cassées. Des traces de pneus creusaient de profondes ornières dans son sol soigneusement entretenu. À l'intérieur de la ferme, Élise entendit Martine s'activer, s'habillant pour l'audience à la mairie. Elle prit une autre gorgée de café, grimaçant au goût amer. Sur le porche, un épais dossier attendait. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran des images de sécurité montrant des hommes masqués armés. Le visage exposé de Kevin Dubois. La tentative d'effraction. Des preuves claires d'une attaque coordonnée. Ma chérie, aide-moi avec ces boutons, appela Martine de l'intérieur. Ses vieux doigts ne sont plus ce qu'ils étaient. Élise posa son café et alla aider. Sa mère se tenait devant le miroir dans sa meilleure tenue. Une robe bleu marine qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'Élise attachait les petits boutons de perles dans son dos. Tu es sûre de vouloir porter ton uniforme ? Demanda Martine, regardant l'uniforme de cérémonie de l'armée de terre d'Élise dans le miroir. Oui, maman, répondit Élise, lissant le col de sa mère. Ils ont besoin de se souvenir à qui ils ont affaire. Une ancienne combattante qui a servi ce pays. Avec honneur. Ils essaieront de l'utiliser contre toi, avertit Martine, pour te faire passer pour dangereuse. Je suis dangereuse, dit doucement Élise, mais seulement pour ceux qui le méritent. Le trajet jusqu'à la mairie fut tendu. Élise vérifiait constamment son rétroviseur. À l'affût de suiveurs, le dossier pesait lourdement sur ses genoux. Martine fredonnait des cantiques à voix basse. Sa façon de rester calme. Ils trouvèrent le père Thomas qui les attendait sur les marches de la mairie. Son col romain d'un blanc éclatant sur son costume sombre. Un petit groupe de partisans se tenait avec lui, dont Chloé Dufour, qui filmait déjà avec son téléphone. Bonjour, mes sœurs. Le père Thomas les embrassa toutes les deux. Nous sommes là pour vous soutenir. La vérité prévaudra. La vérité a parfois besoin d'un coup de main, répondit Élise en tapotant le dossier. À l'intérieur, la salle d'audience était déjà comble. Le maire Dubois était assis à la table principale. Son écharpe tricolore impeccable. À côté de lui, Kevin était affalé dans un costume qui semblait emprunté. Le visage orné de bandages théâtraux. La mâchoire d'Élise se crispa à cette vue. Levez-vous, appela l'huissier. Les 3 conseillers municipaux entrèrent, menés par le maire Dubois.
un homme dont la famille détenait le pouvoir dans la commune depuis avant la naissance d'Élise. Nous sommes ici pour traiter de graves allégations d'agression et de comportements menaçants, commença Dubois en brassant des papiers. Monsieur le maire, veuillez présenter votre cas. Dubois se leva, les pouces accrochés à sa ceinture. La nuit dernière, mon neveu Kevin menait une patrouille de voisins vigilants, vérifiant des rapports d'activité suspectes près de la propriété Renault. Sans avertissement ni provocation, Élise Renault a ouvert le feu sur ses citoyens concernés. Des murmures parcoururent la salle. Les mains d'Élise se crispèrent sous la table. Kevin, veuillez décrire ce qui s'est passé, continua Dubois. Kevin boita jusqu'à la chaise des témoins, grimaçant de manière dramatique. Nous faisions juste notre devoir civique. Vous savez, puis soudain, des balles partout. Elle tirait pour tuer, j'en suis sûre. J'ai à peine échappé à la mort. Élise commença à se lever, mais la main de Martine sur son bras la maintint assise. Nous avons plusieurs témoins qui témoigneront du comportement de plus en plus erratique de mademoiselle Renault, ajouta Dubois. Compte tenu de son passé militaire et de son instabilité apparente, nous demandons une suspension immédiate de ses permis de port d'armes et une révision de ses droits d'irrigation. Car elle représente clairement un danger pour la communauté. Objection. Le père Thomas se leva. C'est une tentative transparente de. Père Thomas, vous n'avez pas la parole, le coupa Dubois. Ce n'est pas un tribunal. Exactement, sourit Dubois. C'est une audience administrative pour protéger la sécurité publique. Et je propose que nous agissions immédiatement pour contenir cette menace. Élise se leva enfin, son uniforme attirant l'attention. J'ai des preuves. Renaud, interrompit Dubois. Vous aurez votre tour, monsieur le conseiller Thompson. Vos pensées. Thompson, un homme mince aux lunettes cerclées de fils, s'éclaircit la gorge. Compte tenu de la gravité de ces allégations, je propose que nous suspendions les droits d'irrigation de mademoiselle Renault en attendant une enquête complète. Appuyez, dit rapidement le troisième conseiller. C'est un scandale. La voix du père Thomas retentit. Élise Renault a défendu sa propriété contre des assaillants armés. Où est l'enquête à ce sujet? Ordre. Dubois frappa de son maillet. Père Thomas, une autre remarque et vous serez expulsé. Au fond de la salle, le téléphone de Chloé capturait tout. Les regards dédaigneux des conseillers. L'expression suffisante de Dubois. Le boitement exagéré de Kevin alors qu'il retournait à son siège. La motion est adoptée, déclara Dubois. Les droits d'irrigation de mademoiselle Renault sont suspendus en attendant révision. De plus, la gendarmerie enquêtera sur les accusations de menaces avec armes et d'agression. Cette audience est levée. Le maillet tomba avec finalité. Élise se tenait raide, ses médailles de service attrapant la lumière fluorescente. Martine serrait sa Bible si fort que ses jointures blanchirent. Dehors, sur les marches de la mairie, les partisans se rassemblèrent autour d'Élise et Martine. Le père Thomas organisait déjà une veillée de prière. Chloé se fraya un chemin à travers la foule. Le téléphone toujours en train d'enregistrer. Élise, puis-je avoir une déclaration? Demanda Chloé, les yeux brillants d'une juste colère. Les gens ont besoin d'entendre la vérité. Élise regarda la place du village où Dubois et Kevin tenaient leur propre conférence de presse impromptue. Sa voix était ferme lorsqu'elle parla. Il ne s'agit pas seulement de moi, dit-elle à la caméra de Chloé. Ils veulent chaque ferme comme la mienne. Chaque lopin de terre appartenant à des familles locales qui se dressent sur leur chemin. Mais ils ont choisi la mauvaise agricultrice pour commencer. Le soleil du soir jetait de longues ombres sur la cour de la ferme d'Élise alors que les voitures commençaient à arriver sur le chemin de terre. Les voisins sortirent, portant des plats couverts et de la détermination. Le porche se remplit rapidement de l'odeur du célèbre pain de maïs du père Thomas et des enchiladas épicées de Julien. Vous n'auriez pas dû faire ça, protesta faiblement Élise, bien que son cœur se gonflât à la vue de tant de visages familiers. Chut maintenant, dit Madame Jenkins en posant sa tarte à la patate douce sur le comptoir de cuisine bondé. Quand les ennuis arrivent, nous nous rassemblons, c'est comme ça que ça a toujours été. Martine était assise dans son fauteuil préféré, tenant salon alors que les gens s'arrêtaient pour lui serrer la main ou l'embrasser sur la joue. Sa tension antérieure s'était quelque peu relâchée, remplacée par le réconfort de la communauté. Élise regarda le sourire de sa mère revenir petit à petit à chaque nouvelle arrivée. Julien se fraya un chemin à travers la foule. Une boîte à outils dans une main et un plat à gratin dans l'autre. « Où veux-tu que j'installe les détecteurs de mouvement ?» demanda-t-il doucement à Élise. « J'ai apporté du fil supplémentaire aussi. » « Plus tard, » répondit Élise en lui touchant le bras avec gratitude. « Mangeons d'abord. » La cuisine bourdonnait de conversation et du cliquetis des assiettes. Les gens s'entassaient sur le porche, perchés sur les marches ou rassemblés en petits groupes dans la cour. La destruction de l'attaque de la nuit précédente était encore visible. Mais d'une manière ou d'une autre,
La présence des voisins la rendait moins crue. Chloé se déplaçait dans la foule avec son téléphone, capturant des bribes de conversation et des interviews rapides. Voilà à quoi ressemble une communauté, narrait-elle doucement. C'est ce qu'ils essaient vraiment de détruire. Un coup à la porte moustiquaire attira l'attention d'Élise. Isabelle se tenait là, serrant une vieille boîte à chaussures contre sa poitrine. Son badge d'employé de mairie pendait toujours autour de son cou. Mais son expression habituellement prudente avait été remplacée par une détermination tranquille. « On peut parler ?» demanda Isabelle. « Quelque part en privé ?» Élise la conduisit au bureau, où le vieux bureau de son père tenait toujours une place d'honneur. Julien suivit, et Chloé se glissa juste avant qu'Élise ne ferme la porte. Isabelle posa la boîte à chaussures sur le bureau avec des mains tremblantes. « Ce que je vais vous montrer pourrait me coûter mon emploi, » dit-elle. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais je ne peux plus me taire. » Elle ouvrit la boîte, révélant des dizaines d'actes de propriété. Certains jaunis par le temps. Je suis la piste depuis des mois. Des fermes familiales qui disparaissent. Morceau par morceau. La paperasse semble toujours parfaite en surface. Mais regardez de plus près. Élise étala les documents sur le bureau. Julien se pencha, ses yeux d'électricien captant des détails que d'autres auraient pu manquer. Ces signatures ne correspondent pas, souligna-t-il. Et ces dates, quelque chose ne va pas. Exactement, acquiesça Isabelle. Ils utilisent une association à but non lucratif appelée « Association pour la sauvegarde du terroir périgourdin » comme façade. Ils font pression sur les propriétaires pour qu'ils vendent ou créent de faux transferts quand ça ne marche pas. Ensuite, le terrain est revendu à des promoteurs comme « Progrès Immobilier ». Les doigts de Chloé volaient sur l'écran de son téléphone. Association pour la sauvegarde du terroir périgourdin. Leur conseil d'administration comprend Thomas Dubois, le frère du maire, et regardez qui est leur plus grand donateur. Progrès Immobilier, termina Élise d'un air sombre. La même société qui essaie de construire ce complexe d'entrepôts au nord de la ville. C'est plus grand que ça, dit Isabelle en sortant plus de papier. Ils ciblent les fermes familiales dans 3 départements. La terre de votre famille est l'une des dernières résistantes dans cette région. C'est pourquoi ils s'acharnent autant sur vous. Et votre grand-père, il a été celui qui a dénoncé la famille Lambert, les propriétaires de Progrès Immobilier, pour leur collaboration pendant la guerre. C'est une vieille rancune. Julien étudia une carte marquée de croix rouge. Ces propriétés ont toutes quelque chose en commun, l'accès à la nappe phréatique. Ils ne sont pas seulement après la terre. Ils sont après les droits d'eau. Et la certification AOC, Noix du Périgord. Sans eau et avec des entrepôts à côté. Le label saute. C'est exactement ce qu'ils ont suspendu à l'audience aujourd'hui, ajouta Chloé. Sa voix tendue de colère. Tout est lié. Les mains d'Élise trouvèrent le vieux stylo-plume de son père. Celui qu'il avait utilisé pour signer tous les documents importants de sa vie. Elle sortit l'acte de propriété de la famille Renaud du tiroir du bureau de son père. L'original, gardé en sécurité depuis 3 générations. Et encore avant, quand cette ferme était un refuge pour la résistance. Mon arrière-grand-père a acheté cette terre avec l'argent qu'il avait économisé en travaillant les champs, dit-elle. Sa voix basse et intense. Mon grand-père l'a transformée en un bastion de liberté. Mon père l'a modernisée, m'a envoyé à l'université grâce à ses champs. Elle posa ses mains à plat sur l'acte. Le papier frais sous ses paumes. Ils pensent qu'ils peuvent effacer tout ça avec de faux papiers et des accords véreux. Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider et nous menacer pour nous chasser de notre propre terre. La pièce tomba dans le silence, à l'exception des sons lointains de la conversation depuis le porche. À travers la fenêtre, Élise pouvait voir les lucioles commencer à danser dans le crépuscule grandissant. Le rire de sa mère arriva, mêlé aux voix des voisins qui la connaissaient depuis qu'elle était une fille. Nous devrons tout documenter, dit finalement Chloé. Construire une chronologie, relier les points. C'est exactement le genre d'histoire qui ne peut être ignorée une fois exposée. Je peux obtenir plus de dossiers, offrit Isabelle. Mais nous devrons être prudents. Ils vont surveiller maintenant. Julien hocha la tête. J'aiderai à faire correspondre les dates. Les propriétés, les sociétés écrans. Ma cousine est expert comptable. Elle pourrait peut-être suivre la piste de l'argent. Élise se leva, sa décision prise, tenant le stylo de son père. Elle écrivit la date sur une page blanche, puis signa de son nom avec les mêmes traits audacieux qu'il avait toujours utilisés. En dessous, elle écrivit une seule phrase. Astérisque, ils ne prendront pas cette terre. Astérisque. C'est notre maison, dit-elle simplement. Et nous allons prouver exactement comment ils ont essayé de la voler. À travers la fenêtre du bureau, d'autres voitures arrivaient, d'autres voisins venaient se tenir à leur côté. La ferme Renaud avait toujours été un lieu de rassemblement, une source de force pour la communauté. Ce soir-là, cette force coulait dans les 2 sens. De la terre à son peuple. Et vice-versa.
Le soleil du lendemain matin perçait à peine les lourds nuages qui planaient sur la ferme Renaud. Élise se tenait au comptoir de la cuisine, remuant machinalement son café pendant que les nouvelles du matin passaient sur leur petite télévision. Martine était assise dans son fauteuil, écossant des petits pois dans un grand bol en métal, les yeux plissés sur l'écran. Le sourire poli de Vincent Lambert remplissait l'écran alors qu'il se tenait à un podium en ville. Son costume parfaitement repassé, ses manières douces comme de la soie. Derrière lui, des bannières impeccables proclamaient « Grandir ensemble » en lettres grasses décorées d'un logo d'arbre stylisé. Notre initiative pour le patrimoine agricole représente une avancée vitale pour cette région, annonça Lambert. Sa voix dégoulinant de sincérité étudiée. Nous ne préservons pas seulement les terres agricoles. Nous les transformons en opportunités commerciales durables qui profiteront à tous. Serpent, marmonna Martine, ses doigts ne s'arrêtant jamais dans leur rythme régulier avec les pois. Parler de préserver alors qu'il essaie de voler tout ce que nous avons. Élise s'appuya contre le comptoir, étudiant la performance de Lambert. Il désignait des graphiques élaborés montrant la croissance projetée de l'emploi et la valeur des propriétés. La caméra balaya une rangée de fonctionnaires acquiescents, y compris le maire Dubois dans son uniforme impeccable. Nous comprenons que le changement peut être difficile, continua Lambert. Mais nous ne pouvons pas laisser quelques éléments résistants freiner le progrès. Notre communauté mérite mieux que des pratiques agricoles dépassées et des terres sous-utilisées. Le bol de Martine retentit alors qu'elle le laissa tomber sur la table d'appoint. Sous-utilisée ? Ton père se retournerait dans sa tombe s'il les entendait appeler cette terre sous-utilisée. Elle pointa l'écran avec une poignée de cosses de pois. Cet homme ne saurait pas ce qu'est un travail honnête s'il le mordait sur ses chaussures à 1000 €. La sonnette retentit et Élise se tendit jusqu'à ce qu'elle entende de jeunes voix sur le porche. Elle ouvrit la porte pour trouver les petits-enfants de Madame Johnson. Tommy et Lisa, rebondissant d'excitation. Maman Martine a dit qu'elle nous apprendrait le jardin aujourd'hui, annonça Lisa. Ses tresses se balançant. Le visage de Martine s'adoucit immédiatement. Entrez, les enfants, prenez-vous des bols, ces pois ne vont pas s'écosser tout seuls. Élise regarda sa mère installer les enfants de chaque côté de son fauteuil, leur montrant comment ouvrir l'écosse juste comme il faut, expliquant quels pois étaient prêts et lesquels avaient besoin de plus de temps. La télévision continuait sa diffusion en arrière-plan, mais le bavardage des enfants noyait la rhétorique de Lambert. Maintenant, vous sentez comme ils sont fermes, mais pas durs, démontra Martine avec une cosse. C'est là que vous savez qu'ils sont parfaits. Votre arrière-arrière-grand-mère m'a appris ça, et sa maman le lui a appris. Tommy luttait avec une cosse tenace. Avez-vous tout appris sur l'agriculture de votre maman, Maman Martine ? Une partie de ma maman, une partie de mon papa, et une partie en regardant et en écoutant, répondit Martine. C'est comme ça que le savoir se transmet. On ne peut pas tout apprendre sur la terre dans les livres et les ordinateurs. Élise s'apprêtait à se détourner, mais quelque chose à la télévision attira son attention. La caméra avait zoomé sur la bannière de Lambert. Ce logo d'arbre stylisé bien en vue dans le coin. Quelque chose à ce sujet lui rappela un souvenir. Elle sortit son téléphone, faisant défiler les images de sécurité du raid. Là, une image montrant la veste de Kevin Dubois alors que son masque tombait. Sur la manche, à peine visible sous les projecteurs, se trouvait un écusson brodé avec le même logo d'arbre. Ces enfants sont notre avenir, disait Lambert à la télévision. Nous leur devons plus que des traditions dépassées. La mâchoire d'Élise se serra alors qu'elle étudiait à nouveau les images. Le même logo apparaissait sur les vestes de plusieurs assaillants, bien qu'elle ne l'eût pas remarqué dans le chaos de l'attaque. Maintenant, il était là, à la télévision, reliant directement Lambert à la violence qu'il prétendait déplorer. Les nouvelles passèrent au maire Dubois debout à côté de Lambert au podium. Nous nous engageons à maintenir l'ordre pendant cette période de transition, déclara-t-il. Ceux qui résistent au progrès par la violence en subiront les conséquences. Après la conférence de presse, la caméra suivit Lambert et Dubois dans le parking. Bien que les microphones ne puissent capter leur conversation, la posture tendue du maire et les gestes vifs de Lambert racontaient leur propre histoire. Lambert pointa un doigt sur la poitrine de Dubois, ses manières publiques douces remplacées par une colère évidente. « Regarde ça », observa tranquillement Martine. Le marionnettiste n'est pas content de sa marionnette. Mademoiselle Élise, Lisa leva les yeux de ses pois. Est-ce que les méchants vont revenir ? Élise s'agenouilla à côté de la chaise de la petite fille. Ne t'inquiète pas pour ça. Cette ferme est restée forte pendant longtemps, et elle va continuer à l'être. Tommy dit que son papa dit qu'on devrait avoir peur, insista Lisa. Avoir peur est naturel, intervint Martine. Mais être courageux, c'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. Maintenant, dis-moi ce que tu vois dans cette cosse de pois. Alors que les enfants retournaient à leur leçon, Élise se glissa dans son atelier derrière la maison.
L'odeur familière d'huile et de métal l'accueillit alors qu'elle déverrouillait la lourde porte. Son équipement militaire était rangé dans un compartiment caché sous l'établi, intact depuis son retour de sa dernière mission. La lunette de visée attrapa la lumière du matin alors qu'elle la sortait de son étui. Le verre de précision, toujours parfait sous une fine couche de poussière. Elle la posa soigneusement sur l'établi, puis commença à sortir d'autres pièces d'équipement. Télémètre, anémomètre, boîte de munitions marquée de spécifications détaillées. Élise passa ses doigts sur les contours familiers de la lunette, se souvenant des années d'entraînement. Des heures innombrables à perfectionner ses compétences. Elle avait espéré ne plus jamais en avoir besoin. N'avait voulu que travailler la terre en paix. Mais maintenant, ces mêmes compétences pourraient être tout ce qui se dressait entre le patrimoine de sa famille et ceux qui voulaient le détruire. L'aube peignait les murs de la cuisine de gris doux tandis qu'Élise étalait des cartes sur la table. Son café refroidissait, intact, pendant qu'elle marquait des positions avec une précision minutieuse. Le plan de la ferme, les champs environnants, chaque lisière de forêt et barrière naturelle. Elle les étudia tous avec l'œil d'un soldat. Elle se souvenait des histoires de son grand-père. Comment il utilisait ces mêmes bois comme couverture pendant la résistance. Le grondement de camion la fit lever brusquement les yeux. Mais c'étaient des moteurs amis. Le pick-up cabossé de Julien arriva dans la cour, suivi du bréac du père Thomas et de 3 autres véhicules chargés de fournitures. Élise regarda par la fenêtre les voisins sortir, transportant des outils et des matériaux de construction. Martine était déjà debout, la cuisine embaumant l'odeur des biscuits et du café. Ils sont là de bonne heure, dit-elle en sortant une autre plaque du four. Les bonnes personnes savent quand se serrer les coudes. Élise hocha la tête, rassemblant ses cartes. Dehors, l'air du matin était vif, la rosée s'accrochant encore à l'herbe. Julien s'approcha avec un presse-papier, ses bottes de travail boueuses d'un départ matinal. J'ai les fournitures que tu as demandées, dit-il en lui tendant une liste. Les détecteurs de mouvement sont basiques, mais je peux les connecter à ton système de sécurité. Thomson a apporté sa tarière. Et le père Thomas a la moitié de sa paroisse qui arrive. Merci, répondit Élise, sa voix calme mais ferme. Nous commencerons par le périmètre. Elle conduisit le groupe grandissant de volontaires au bord de la ferme, où la vieille clôture était endommagée par le raid. Avec une autorité exercée, elle exposa son plan, indiquant les positions clés et les vulnérabilités. Ce n'étaient pas des soldats, mais ils écoutaient avec le même respect qu'elle avait gagné de son unité. Nous ne faisons pas que réparer des clôtures, expliqua-t-elle. Nous créons des positions défensives. Chaque poteau doit être renforcé. Chaque portail doit avoir plusieurs sécurités. Le père Thomas s'avança, sa voix forte se propageant à travers le rassemblement. Avant de commencer, prions. Il leva les mains et les têtes se baissèrent. Seigneur, bénis cette terre et ceux qui la défendent. Guide nos mains dans ce travail de protection, et non de destruction. Amen. Le travail commença sérieusement. Les tarières mordirent la terre. Les bétonnières tournèrent et de nouvelles sections de clôture s'élevèrent. Plus solide qu'avant, Élise se déplaçait entre les groupes, ajustant les positions, s'assurant que les lignes de vue restaient claires depuis ses points d'observation prévus. Dans ce qui ressemblait à de simples miradors de chasse, elle conçut des nids de snipers cachés. Chaque position, souvent des postes d'observation que son grand-père avait utilisés contre les occupants, offrait une couverture des approches critiques, soigneusement déguisée parmi les arbres. Julien l'aida à câbler des détecteurs de mouvement dans des éléments naturels. Rochers, souches, et même des nichoirs qui les alerteraient de tout mouvement. Ces caméras, dit-il en installant des unités résistantes aux intempéries. Elles alimenteront directement ton serveur sécurisé. Personne ne peut les pirater ou les désactiver sans que tu le saches. La cuisine de Martine devint une sorte de centre de commandement. Elle gardait les travailleurs nourris et hydratés. Sa table accueillant désormais des plans à côté d'assiettes de biscuits et de pichets de thé glacé. Entre 2 services, elle partageait des histoires sur l'histoire de la ferme, rappelant à tous pourquoi ils se battaient. Mon grand-père a construit cette grange de ses propres mains, raconta-t-elle à un groupe qui se reposait à l'ombre. Il disait que chaque clou était une promesse pour l'avenir. Nous avons l'intention de tenir cette promesse. Au milieu de l'après-midi, la transformation prenait forme. De nouvelles clôtures brillaient au soleil, surmontées de dispositifs de défense subtils mais efficaces. Des détecteurs de mouvement se nichaient invisiblement dans le paysage. Des lignes de communication couraient sous terre, reliant chaque partie de la propriété au système de sécurité d'Élise. Le père Thomas travaillait aux côtés de tout le monde, son col romain humide de sueur. C'est un travail sacré, déclara-t-il en aidant à camoufler l'un des postes d'observation. Protéger ce qui est juste est toujours un travail sacré. Élise grimpa pour vérifier chaque position personnellement, testant les lignes de vue et la couverture. De ses points de vue, elle pouvait voir chaque approche de la ferme. Sa formation de sniper fusionnait avec ses connaissances d'agricultrice. Chaque champ,
Chaque creux dans le terrain servait désormais un double objectif. Alors que le soleil commençait sa descente, les derniers travailleurs rangèrent leurs outils. Martine distribua des récipients de reste, serrant dans ses bras chaque personne qui était venue aider. Le père Thomas rassembla tout le monde pour une dernière prière. Ses paroles étaient à la fois une bénédiction et un cri de guerre. Nous sommes plus que des voisins aujourd'hui, proclama-t-il. Nous sommes des témoins et des guerriers dans une cause juste. Que tous ceux qui voudraient détruire ce lieu sachent qu'ils ne font pas face à une seule agricultrice, mais à une communauté entière. Élise attendit que le dernier véhicule disparaisse sur la route de terre avant de grimper à son poste d'observation le plus élevé. Le soleil couchant peignait la ferme renforcée de teintes d'or et d'ombre. À travers sa lunette, elle étudia les améliorations, notant à quel point elles semblaient naturelles, malgré leur force. Le poids familier du fusil se posa contre son épaule alors qu'elle balayait le périmètre. Les détecteurs de mouvement clignotaient silencieusement. Les caméras étaient sur leur support, et les nouveaux portails se dressaient solidement dans leur cadre. Sa lunette captait chaque détail, les poteaux renforcés, les barrières cachées, les champs de tir dégagés qui ressemblaient à de simples parcelles agricoles pour des yeux non entraînés. Au loin, Martine se tenait sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier en inspectant leur travail. Même d'ici, Élise pouvait voir la posture fière de sa mère. La ferme avait toujours été leur maison, leur héritage. Maintenant, c'était aussi leur forteresse, bien que peu le reconnaîtraient comme tel. À travers la lunette, Élise regarda la dernière lumière s'estomper sur ses champs. La terre semblait paisible, productive, exactement comme elle devait l'être. Mais sous cette surface paisible se trouvait un réseau de défense et de surveillance qui ferait regretter leur choix à tout agresseur. Son doigt reposait naturellement à côté du pontet, à l'aise avec sa présence et son but. Les lumières fluorescentes de la bibliothèque municipale bourdonnaient au-dessus de la table en bois usé où Chloé étalait une autre pile de documents. L'écran de son ordinateur portable brillait de dizaines d'onglets ouverts, chacun traquant une pièce différente des transactions commerciales labyrinthiques de Lambert. À côté d'elle, Isabelle travaillait méthodiquement sur les registres de propriété. Ses décennies d'expérience en tant que secrétaire à la mairie rendant visibles des schémas là où d'autres ne voyaient que du chaos. « Regarde ça !» murmura Isabelle en faisant glisser un acte sur la table. Son doigt traça une ligne de signature. Le même tampon de notaire sur tout cela. Mais les dates ne correspondent pas. Il a pris sa retraite 3 ans avant qu'il ne soit supposément signé. Chloé se pencha, prenant des photos avec son téléphone. Bien vu, et regarde les noms des sociétés. Crystal Creek Holdings, Riverside Development Group, Blue Valley Enterprises, tout enregistré à quelques jours d'intervalle. Même cabinet d'avocats. Elle travaillait dans l'arrière-salle de la bibliothèque. Loin des regards curieux, les papiers recouvrant toutes les surfaces. Actes de propriété, documents fiscaux, statuts de société et avis de saisie. Chaque feuille représentait la perte d'une famille. Un morceau d'héritage arraché par un vol légal soigneusement construit. Voici une autre connexion, dit Isabelle. Sa voix tendue de colère contenue. Elle afficha une feuille de calcul sur sa tablette. Chaque avis de saisie a été signifié par la gendarmerie locale, même si c'est généralement le travail de la banque. Et regarde le timing, toujours tard le vendredi après-midi, donnant aux familles un temps minimal pour répondre avant les audiences du lundi. Le père Thomas était assis à une table voisine, entouré de membres âgés de sa congrégation. Son enregistreur captait leurs histoires alors qu'il parlait de terre perdue, de promesses rompues et de générations de travail anéanties par des papiers suspects et des contestations juridiques soudaines. Ils sont venus avec des papiers disant que notre hypothèque était en défaut, se souvint Madame Johnson. Une ancienne enseignante de 80 ans, sa main tremblant en tenant une photo délavée de l'ancienne ferme de sa famille. Mais nous n'avions jamais manqué un paiement. Longtemps que nous le prouvions. Ils avaient déjà vendu la terre à l'une de ces sociétés. Les doigts de Chloé volaient sur son clavier, reliant les points. L'association de Lambert, future grosse initiative, a reçu des millions de subventions pour le développement communautaire. Mais regarde où est allé cet argent. Directement dans ces sociétés écrans qui achètent des propriétés saisies. Isabelle hocha la tête d'un air sombre. Et chaque société remonte au même compte en banque à la First State Bank, où le maire Dubois siège au conseil d'administration. Les lumières de l'après-midi filtraient à travers les fenêtres poussiéreuses alors qu'elles reconstituaient le stratagème. Le père Thomas se déplaçait entre les tables, offrant des encouragements et recueillant plus d'histoires. Le témoignage de chaque aîné ajoutait une autre couche au schéma de vol et d'intimidation. La gendarmerie se présentait pour des inspections juste avant la récolte, expliqua M. Washington. Son visage buriné sévère de mémoire. Il trouvait une violation qui nécessitait une réparation immédiate. Cela nous coûtait des milliers que nous n'avions pas, juste au moment où nous avions le plus besoin d'argent. Chloé afficha des courriels obtenus grâce à des demandes d'accès aux documents publics.
Regardez cet échange entre Dubois et Lambert, dit-elle en tournant son écran. Propriété cible identifiée. Procédons à l'application de la phase 1. Ça a été envoyé 3 jours avant que la première vague d'inspection ne frappe les fermes familiales. D'autres documents révélèrent la coordination minutieuse. Des citations du service de santé apparaissaient juste au moment où les prêts bancaires arrivaient à échéance. Les droits d'eau devaient soudainement être révisés lorsque les agriculteurs refusaient de vendre. Chaque élément de preuve montrait comment le système avait été militarisé contre ses propres citoyens. Ils n'ont pas seulement pris la terre, dit le père Thomas en révisant ses enregistrements. Ils ont pris l'histoire, ils ont pris l'avenir. Chaque ferme perdue signifie des enfants et des petits-enfants sans héritage à recevoir. Isabelle découvrit un schéma dans les transferts de propriété. Regardez comment il déplace les actes entre les sociétés. C'est comme un jeu de bonneteau. Tant qu'une famille conteste un transfert, la terre a été vendue 3 fois de plus. Cela rend presque impossible de suivre ou de contester. L'annonce de la fermeture de la bibliothèque résonna dans les haut-parleurs. Mais elles continuèrent à travailler. Chloé organisa l'épreuve en chronologie claire. Isabelle certifia des copies des documents clés. Le père Thomas transcrivit des témoignages qui donnèrent vie à la froide piste de papier. J'ai compris, dit finalement Chloé en se redressant. Chaîne complète de preuves. L'association à but non lucratif canalise l'argent des subventions vers des sociétés écrans. Les sociétés ciblent les fermes par un harcèlement coordonné. La gendarmerie locale fournit les muscles. Les propriétés sont revendues à des promoteurs. Chaque étape est documentée. Elles emballèrent soigneusement les preuves. En faisant plusieurs copies, les mains d'Isabelle se déplaçaient avec une efficacité coutumière. Tamponnant et certifiant chaque duplicata. Le père Thomas pria sur les dossiers. Ses paroles étant à la fois une bénédiction et une promesse de justice. Plus tard ce soir-là, Élise était assise à sa table de cuisine, numérisant des documents sur son ordinateur portable. Chaque acte, courriel et témoignage construisaient un mur de preuves contre ceux qui pensaient pouvoir voler en toute impunité. Le formulaire d'injonction brillait sur son écran. Chaque champ était rempli avec des détails précis. Sa mère regardait depuis l'embrasure de la porte pendant qu'Élise travaillait. L'attention concentrée sur chaque page. Passant dans le scanner, l'horloge de la cuisine battait régulièrement, marquant le temps alors que des années de corruption étaient exposées. Une feuille à la fois. Ton père serait fier, dit doucement Martine en posant une tasse de café frais à côté de sa fille. Il disait toujours que la vérité était comme l'eau. Elle trouve toujours son chemin. Quoi qu'il arrive. Élise hocha la tête, continuant à travailler. Les fichiers téléchargés devinrent une forteresse numérique de faits, de dates et de signatures. Chaque page numérisée ajoutait du poids à leur cause, transformant les soupçons en certitudes et les accusations en preuves. Finalement, elle cliqua sur « Soumettre » pour le dépôt de l'injonction. L'ordinateur bourdonna alors que des centaines de pages de preuves s'écoulaient par des canaux sécurisés vers le tribunal fédéral. Élise s'adossa, le visage empreint de détermination. La loi qui avait été tordue contre son peuple deviendrait maintenant leur bouclier. Alors qu'Élise déposait les derniers documents, un chœur de chiens éclata dans l'obscurité. Leurs aboiements résonnèrent à travers la ferme. Pas seulement son propre berger, mais aussi les chiens des voisins, tous lançant une alarme unifiée. Elle se déplaça vers la fenêtre, son corps se tendant alors que des faisceaux de lumière jumeaux balayaient la lisière des arbres au loin. « Maman, descends à la cave », dit calmement Élise, attrapant déjà son fusil. Martine hocha la tête et se déplaça rapidement, des années de pratique rendant ses pas silencieux, même dans la hâte. À travers sa lunette, Élise compta les véhicules, 3 camions se déplaçant lentement, leurs phares éteints maintenant alors qu'ils rampaient le long de la route d'accès. Elle appuya sur un bouton de sa radio et la voix de Julien crépita en retour. En position. Le doigt d'Élise tapa sur un autre interrupteur. Une lumière blanche brillante explosa à travers la ferme alors que des projecteurs industriels s'allumèrent. La cour s'illumina comme en plein jour, surprenant les assaillants à découvert. Ils portaient à nouveau des masques, mais leurs mouvements étaient maladroits de surprise. « Dernière chance de faire demi-tour », cria Élise, sa voix portant à travers l'espace soudainement éclairé. Les assaillants hésitèrent, puis l'un d'eux cria, et ils chargèrent en avant. Le fusil d'Élise claqua une fois. Le moteur du camion de tête mourut avec un crissement de métal sur métal. De la vapeur sifflant de son radiateur perforé. Le tir de précision s'était faufilé entre d'autres composants, ciblant le bloc moteur. Exactement. Putain de merde, chuchota quelqu'un dans le silence soudain. Les assaillants se regroupèrent, se dispersant avec des lampes de poche, balayant l'obscurité au-delà de la zone éclairée. Le deuxième coup d'Élise brisa l'une des lampes. Le verre tinta en tombant. L'homme qui la tenait poussa un cri et recula en trébuchant dans l'ombre. Des téléphones et des caméras enregistraient tout. Élise avait positionné ses voisins avec soin.
Julien du côté ouest. L'office du père Thomas dans les arbres à l'est. L'équipe de Chloé près de la clôture nord. Chaque angle était couvert, chaque action documentée. Un assaillant balança un pied de biche sur l'une des caméras de sécurité. Le troisième coup d'Élise fendit l'outil en métal en deux. Les morceaux tombant au sol. L'homme fixa le manche cassé dans sa main. Puis le jeta et courut. Cela brisa leur courage. Les assaillants se précipitèrent vers leur véhicule, trébuchant les uns sur les autres dans leur panique. Les pneus d'un camion patinèrent dans la boue. Et le quatrième coup d'Élise creva son pneu arrière. Le caoutchouc se déchiquetant avec un bruit sourd. Elle n'est pas humaine, hurla quelqu'un. Les camions restants dérapèrent en accélérant, laissant leurs compagnons handicapés derrière. Le conducteur et les passagers l'abandonnèrent, sprintant dans l'obscurité. Pendant plusieurs minutes, seul le bourdonnement des projecteurs et les bruits d'apaisement des chiens rompirent le silence. Puis Julien sortit de sa cachette, marchant vers Élise avec un sifflement bas. « Tu les as fait fuir », dit-il en regardant le camion abandonné. Fumant toujours dans la cour. Élise baissa lentement son fusil, scrutant les ombres. « Pas assez », répondit-elle. « Ils vont intensifier. » Elle descendit de sa position alors que les voisins sortaient de leur poste d'observation. L'air sentait la poudre à canon et l'herbe écrasée. Chloé se précipita, brandissant son téléphone triomphalement. « J'ai tout », dit-elle. Des images claires comme de l'eau de roche sous 3 angles. Ils ne peuvent pas nier celle-là. Élise hocha la tête, mais continua de scruter l'obscurité au-delà des lumières. Son entraînement lui disait de rester alerte. La menace immédiate était passée. Mais la nuit n'était pas finie. Les chiens s'étaient calmés, mais restaient tendus, suivant quelque chose au loin. Julien examina le camion en panne pendant que le fils du père Thomas appelait la gendarmerie. Non pas parce qu'ils attendaient de l'aide, mais pour établir un rapport officiel. Élise savait que les gendarmes prendraient leur temps pour répondre, attendant probablement que le camion disparaisse d'une manière ou d'une autre. « Regarde ça », dit Julien en faisant signe à Élise de s'approcher. Il montra une pile de papier sur le siège arrière du camion. Des permis de construire déjà remplis avec la date de demain. La mâchoire d'Élise se serra. Les assaillants n'étaient pas venus juste pour intimider cette fois. Ils avaient prévu de commencer la construction. Ils pensaient probablement pouvoir forcer les choses avec une présence physique. Les permis auraient rendu plus difficile le retrait des structures qu'ils auraient réussi à commencer. Bien joué avec le tir au moteur, continua Julien en examinant le trou précis dans le radiateur. Mettre le véhicule hors d'état de nuire sans risquer la vie de personne. Ton ancien sergent t'a bien appris. Je n'essayais pas de leur donner une leçon, dit Élise en vérifiant le périmètre une dernière fois. Juste de m'assurer qu'ils ne pouvaient blesser personne d'autre. Les voisins aidèrent à tout documenter. Traces de pneus, douilles, outils tombés, chaque élément de preuve soigneusement photographié et consigné. Élise leur avait appris la précision militaire dans ses tâches, sachant que chaque détail pourrait compter. Plus tard, Martine sortit de la cave une fois qu'Élise eut donné le feu vert. Elle se déplaça dans la cour avec détermination, vérifiant les animaux effrayés, les apaisant avec des mains expertes et des mots doux. Le poulailler avait été secoué, mais pas endommagé cette fois. Ils apprennent, dit Martine en travaillant. Ils apprennent que tu ne te laisseras pas effrayer, que cette terre se souvient à qui elle appartient. Élise aida sa mère avec les animaux, leurs mouvements synchronisés par des années de travail en commun. L'air de la nuit s'était rafraîchi, et Élise pouvait sentir la pluie approcher. Bon temps pour les récoltes, pensa-t-elle automatiquement. Même au milieu de tout cela, les voisins se dispersèrent progressivement, chacun emportant des copies de leurs enregistrements, chacun connaissant son rôle dans ce qui allait suivre. Julien resta pour aider Élise à réparer la section de clôture endommagée où les assaillants avaient d'abord poussé. Les projecteurs brillaient toujours, repoussant l'obscurité, créant un cercle de clarté crue autour de la ferme. Élise les laissa allumer. Qu'ils voient, pensa-t-elle, qu'ils sachent que nous surveillons, qu'ils sachent que nous sommes prêts. Le soleil du matin brillait sur les marches du tribunal alors qu'Élise et Martine se frayaient un chemin à travers la foule. Les partisans remplissaient le large escalier de pierre, tenant des pancartes faites à la main et portant des t-shirts avec « Je soutiens Élise » imprimés sur le devant. La congrégation du père Thomas se tenait ensemble, leur tenue du dimanche éclatante contre le bâtiment de pierre grise. Élise marchait droite, le dos droit, vêtue d'une chemise bleue impeccable rentrée dans un jean repassé. Elle avait ciré ses bottes de travail jusqu'à ce qu'elles brillent. Martine marchait à ses côtés dans une robe à fleurs, ses cheveux argentés attrapant la lumière. Elles ressemblaient à ce qu'elles étaient, des agricultrices qui travaillaient leur terre avec fierté. Élise, Élise, les chants commencèrent doucement, puis devinrent plus forts à mesure que les gens le reconnaissaient. Des mains se tendirent pour toucher leurs épaules, offrir des encouragements. Les enfants de l'église agitaient de petits drapeaux avec le logo de leur ferme. Julien et sa famille avaient apporté leurs instruments, des guitares et un petit tambour.
prêts à célébrer ou à protester selon le résultat. Chloé se fraya un chemin à travers la foule, sa caméra tournant. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle en tendant son microphone. « Je me sens bénie par tout ce soutien », répondit Martine avant qu'Élise ne puisse parler. « Le Seigneur pourvoit des défenseurs pour les justes. » À l'intérieur de la salle d'audience, chaque banc était rempli. Même l'huissier avait du mal à maintenir l'ordre alors que plus de gens essayaient de se faufiler. Le maire Dubois était assis près du devant, le visage tordu par une grimace. Son neveu Kevin était remarquablement absent. La juge Martinez ramena la salle à l'ordre, son maillet claquant sèchement sur le bois. Cette audience concerne l'injonction d'urgence déposée par Élise Renaud concernant les droits d'eau de sa ferme familiale. L'avocat d'Élise se leva, présentant les preuves qu'ils avaient rassemblées, les documents falsifiés, les sociétés écrans, le schéma de harcèlement. Des photos des raids défilèrent sur les écrans. La juge étudia chaque pièce avec soin, son expression neutre. Lorsque l'avocat du maire Dubois tenta de l'interrompre, la juge Martinez le coupa. « J'ai examiné les images de surveillance. J'ai vu les demandes de permis datées avant que les propriétés ne soient légalement acquises. N'insultez pas l'intelligence de ce tribunal. » Un murmure parcourut la foule. Élise sentit la main de Martine serrer son bras. De plus, continua la juge, la tentative de restreindre l'accès à l'eau semble être une violation claire des lois existantes sur les servitudes. Elle brassa des papiers. Puis regarda directement Élise. L'injonction est accordée. Tous les droits d'eau doivent être immédiatement restaurés. Toute ingérence entraînera des poursuites pour outrage au tribunal. La salle d'audience éclata. L'Alléluia du père Thomas retentit au-dessus des acclamations. Élise resta immobile, laissant la victoire s'installer lentement. Mais Martine la serrait déjà dans ses bras, les larmes coulant librement. Dehors, la célébration se déversa sur les marches du tribunal. La famille de Julien entonna un chant de victoire, le rythme se propageant alors que les gens applaudissaient et dansaient. Les enfants lançaient des pétales de fleurs gardées du service du dimanche. Même les voitures qui passaient klaxonnaient en soutien, les conducteurs saluant en reconnaissant ce qui se passait. « Faites à la ferme » cria quelqu'un. La foule reprit le cri. Élise regarda Martine, qui hocha la tête en souriant. « Il y a trop longtemps que nous n'avons pas eu de vraie joie sur cette terre, » dit sa mère. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, les voitures bordaient la route de terre menant à leur ferme. Des tables pliantes apparurent, chargées de plats couverts. La célèbre tarte à la patate douce du père Thomas, les tamales de la femme de Julien, le pain de maïs d'Isabelle, des plats de chaque cuisine qui les avait soutenus. Des guirlandes lumineuses pendaient du vieux noyer, transformant l'espace où ils avaient combattu des assaillants quelques jours auparavant. Maintenant, la musique flottait à travers les branches, et les enfants jouaient à chat entre les jambes des adultes. L'air sentait la bonne nourriture et les fleurs d'été. Élise se déplaçait dans la foule, acceptant les étreintes et les félicitations. Elle remarqua comment les gens s'étaient naturellement dispersés pour garder les limites de la propriété pendant qu'ils célébraient. Les cousins de Julien près de la clôture nord, les diacres de l'église marchant le long de la borduraie, les plus jeunes patrouillant nonchalamment à l'ouest. Même dans la victoire, ils restaient vigilants. Martine tenait salon depuis son fauteuil préféré, racontant des histoires sur le grand-père d'Élise qui travaillait cette même terre. De jeunes parents amenaient leurs enfants pour écouter, sachant qu'ils entendaient une histoire que les manuels scolaires n'enseigneraient pas. La tradition orale se poursuivait, transmettant la force à la génération suivante. Lorsque le fils de Julien commença à jouer une chanson lente à la guitare, Martine se leva et tendit la main à Élise. « Danse avec ta maman », ordonna-t-elle. Élise hésita. Elle n'avait pas dansé depuis avant son déploiement. Mais Martine insista. Elles se balancèrent ensemble sous les lumières, mère et fille se déplaçant au rythme de la douce musique. Élise se souvint avoir appris ses pas enfants, Martine la guidant sur le sol de leur cuisine. Maintenant, elle menait, soutenant la silhouette plus petite de sa mère, leurs ombres fusionnant sur l'herbe. « Ton père serait si fier », murmura Martine. « Il disait toujours que tu avais son feu et mon bon sens. » La chanson se termina et d'autres prirent leur tour pour danser. Élise recula, regardant sa communauté célébrer. La petite fille d'Isabelle apprenait au fils du père Thomas de nouveaux pas de danse. Julien jouait de la guitare pendant que sa femme chantait. Des assiettes en carton et des gobelets en plastique remplis de bonne nourriture passaient de main en main. Plus tard, alors que la foule commençait à se clairsemer et que la nuit devenait plus fraîche, Élise se retrouva seule sous le noyer. Les lumières scintillaient au-dessus d'elle comme des étoiles descendues sur terre. Elle pouvait entendre le rire de Martine depuis le porche, divertissant toujours les derniers invités. Elle toucha l'écorce rugueuse de l'arbre, sentant la force qui avait résisté à d'innombrables tempêtes. « Peut-être que nous pouvons gagner », murmura-t-elle, les mots portant ses espoirs dans l'obscurité. Élise se tenait dans sa cuisine, fixant les bacs à graines vides. La fenêtre de plantation de printemps se fermait rapidement, et sa commande de graines avait disparu dans les airs.
La société de transport prétendait n'avoir aucune trace de celle-ci, malgré son numéro de confirmation. Troisième fournisseur cette semaine à avoir des problèmes avec notre commande, dit Martine depuis son fauteuil près de la fenêtre. Elle raccommodait l'une des chemises de travail d'Élise. Son aiguille brillant dans la lumière du matin. Tout comme le magasin d'aliments pour animaux qui est soudainement en rupture de stock de tout ce dont nous avons besoin. La mâchoire d'Élise se serra. Elle s'attendait à une riposte après avoir remporté l'injonction. Mais c'était différent, un étranglement lent conçu pour étouffer leur ferme sans laisser de preuves. Son téléphone vibra. Un texto de Julien. Les gendarmes m'ont encore arrêté. Troisième fois cette semaine. Ils ont dit que les feux de ma remorque étaient éteints. Ce n'était pas le cas. Avant qu'elle ne puisse répondre. Un autre message arriva. Cette fois d'Isabelle. Ils sont garés devant mon magasin. Vérifiant les permis toute la journée. Faisant fuir les clients. Les mains d'Élise se crispèrent autour de son téléphone. Elle avait vu les voitures de patrouille tourner comme des vautours, ciblant quiconque s'était tenu à leur côté au tribunal. Le père Thomas avait trouvé le parking de son église bloqué par des inspections de routine chaque dimanche. Le message était clair. Soutenez Élise Renault. Subissez les conséquences. Chloé arriva vers midi. Son énergie habituelle était tempérée. Des cernes sombres se voyaient sous ses yeux. Ils ont fait supprimer mon podcast, dit-elle en s'asseyant sur une chaise de cuisine. La plateforme dit qu'il a violé les directives de la communauté. Mais ce n'est pas le pire. Elle sortit son téléphone, montrant à Élise une série de messages, menaces de mort, description détaillée de sa maison, photos de sa voiture prise la nuit. Je n'arrête pas, dit rapidement Chloé. Mais les gens doivent savoir ce qui se passe. Ils ne s'en prennent plus seulement aux fermes. Ils essaient de faire taire tous ceux qui osent parler. Les nouvelles locales passaient en arrière-plan. Le visage du maire Dubois remplissant l'écran. Élise monta le volume. Le passé militaire de Mademoiselle Renault soulève de sérieuses inquiétudes, disait Dubois. Sa voix huileuse de fausses préoccupations. Nous avons des rapports selon lesquels elle menacerait des citoyens pacifiques avec des tactiques de type militaire. Ce genre de comportement instable. L'aiguille de Martine transperça le tissu. Citoyens pacifiques. Ces voyous ont failli tuer nos poules. Élise éteignit la télévision. Mais le mal était fait. Elle avait vu les commentaires en ligne. Des gens la qualifiant de dangereuse, de déséquilibrée. Les mêmes tactiques utilisées contre chaque agriculteur qui osait défendre sa terre. Les peindre comme violents, fous, une menace pour la sécurité publique. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Mais Élise répondit quand même. Mademoiselle Renault. La voix était douce. Professionnelle. Ici Claire. De l'équipe de relations publiques de Progrès Immobilier. Monsieur Lambert m'a demandé de vous inviter à discuter de votre situation en privé. Il pense que nous pouvons parvenir à une solution amiable. La voix d'Élise était glaciale. Rien à discuter. Ma terre n'est pas à vendre. Monsieur Lambert voulait que je vous rappelle que l'injonction est temporaire. Il est très confiant quant à l'issue finale. Il serait préférable pour tout le monde si. Élise raccrocha. Quelques minutes plus tard, un lien vidéo apparut dans ses messages. Des images de Lambert lors d'une réunion d'investisseurs. La propriété Renault est un contretemps mineur, disait-il en désignant une carte de projet de développement. Ces résistants ne durent jamais. Les banques saisissent. Le matériel tombe en panne. Les approvisionnements se raréfient. Le temps et la pression fonctionnent mieux que la force. D'ici la saison des récoltes, cette terre sera à nous. Les investisseurs rirent. Élise ferma la vidéo, la poitrine serrée de fureur. Elle sortit, ayant besoin d'air, besoin de toucher le sol qu'ils étaient si déterminés à voler. Le soleil de l'après-midi s'estompait, peignant de longues ombres sur ses champs. Elle vérifia les lignes d'irrigation, ajusta les capteurs que Julien avait installés. Tout semblait normal, mais la paix semblait fausse, fragile. Un bruit de moteur attira son oreille. Des camions se déplaçant lentement sur les routes secondaires qui bordaient sa propriété. Elle grimpa sur l'une de ces plateformes cachées, utilisant sa lunette pour vérifier. 3 véhicules tournant, prenant des itinéraires différents, mais gardant toujours sa ferme en vue. Observant, mesurant, planifiant. Élise descendit, chaque muscle tendu. Elle avait déjà vu ce schéma. Dans d'autres endroits, d'autres combats, l'ennemi sondant les défenses, testant les réactions, recueillant des informations pour la véritable attaque. Elle trouva Martine sur le porche, se balançant lentement, regardant les mêmes camions passer. Le visage de sa mère était ridé d'inquiétude, mais empreint de détermination. Il resserre l'étau, dit doucement Élise en s'appuyant contre la balustrade du porche. Martine hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais la route. Ils essaient, mais ma chérie, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ton grand-père a affronté pire que ça. Ton père aussi. Maintenant, c'est à ton tour de leur montrer de quel bois les Renault se chauffent. Un autre camion passa, délibérément lentement. Élise le regarda à travers des yeux plissés, notant les détails, marque, modèle, la façon dont la suspension s'affaissait, suggérant un poids caché.
Son esprit de sniper cataloguait tout. Se préparant. La minuterie de la cuisine sonna. Les appelant à dîner. Les camions continuaient de tourner dans le crépuscule grandissant. Leurs phares perçant les ombres. Mais Élise et Martine entrèrent la tête haute, laissant la lumière du porche allumée comme toujours. Elles ne se laisseraient pas intimider dans l'obscurité. Des nuages sombres arrivèrent de l'ouest, donnant au ciel du soir une teinte vert noir menaçante. L'air semblait lourd, chargé d'une électricité qui picotait la peau d'Élise. Elle vérifiait les fenêtres, s'assurant que tout était bien calfeutré pour la tempête à venir. Dans la cuisine, Martine travaillait avec une efficacité coutumière. Le comptoir était couvert de bocaux et de légumes frais de leur jardin. Le ping régulier des couvercles scellés ponctuait son fredonnement. Un vieil air gospel que le chœur de leur église chantait. La vapeur montait de la marmite à conserve, embuant les fenêtres. La tempête arrive vite, dit Élise en aidant sa mère à plonger un autre lot de bocaux dans l'eau bouillante. Mais ces haricots beurre n'attendront pas. Les mains de Martine se déplaçaient régulièrement, ne manquant jamais un battement. Ton père disait toujours que le temps d'orage était le meilleur pour les conserves. Quelque chose dans la pression de l'air qui aide les joints à prendre. Le tonnerre gronda au-dessus, plus près maintenant. La pluie commença à marteler le toit en tôle. Un rythme familier qui apportait généralement du réconfort. Mais ce soir, quelque chose n'allait pas. Le vent était trop vif, trop en colère. Élise faisait les 100 pas entre les fenêtres, vérifiant les lignes de vue à travers le temps qui se dégradait. Un éclair illumina la cour en éclats saisissants. La grange se dressait sombre contre le ciel. Leur nouveau veau à l'abri à l'intérieur avec le foin et le matériel. Un éclair de mouvement attira son œil. Des ombres se déplaçant là où elles ne devraient pas. Élise attrapa son fusil, mais un autre éclair ne montra qu'un espace vide. La pluie tombait à verse maintenant, réduisant la visibilité à quelques mètres. Le fredonnement de Martine continuait. Un contrepoint calme à la fureur de la tempête. Passe-moi cet entonnoir, ma chérie, ces derniers bocaux. L'odeur les frappa en premier. Chimique, âcre, anormal. Puis une lumière orange éclata à travers la pluie. Du feu. Élise bougeait avant même que le mot ne quitte sa bouche. La grange brûlait. Les flammes grimpaient déjà sur les murs malgré l'averse. Elle entendit des cris, leur veau piégé à l'intérieur. Elle sprinta sous la pluie. Martine juste derrière elle. La chaleur la frappa comme un mur alors qu'elle se rapprochait. Élise défonça la porte de la grange. La fumée s'en échappant en volute. Le feu était partout, se propageant trop vite pour des causes naturelles. Elle pouvait sentir l'essence. Le veau. Martine la dépassa, se dirigeant vers le box de l'animal effrayé. Élise tenta de la rattraper mais la manqua. Maman, attends. Le toit craqua de manière inquiétante. Élise plongea dans la fumée après sa mère. Elle trouva Martine luttant avec la porte du box. Le veau paniquant derrière. Ensemble, elles l'ouvrirent. Élise attrapa le licol du veau, le tirant vers la porte. Une poutre de soutien s'écrasa derrière eux, projetant une pluie d'étincelles. La fumée devenait plus épaisse. Élise entendit Martine tousser puis trébucher. Maman. Elle attrapa Martine avant qu'elle ne tombe, la portant à moitié tout entraînant le veau. La porte semblait à des kilomètres. Des phares percèrent la pluie. Des voisins arrivant, attirés par la lueur du feu. Le camion de Julien dérapa dans la boue. Lui et le père Thomas coururent pour aider, prenant l'autre côté de Martine alors qu'Élise les mettait à l'abri de la grange. La toux de Martine s'aggravait. Elle ne pouvait pas reprendre son souffle, ses lèvres prenant une teinte bleutée qui terrifia Élise. Quelqu'un avait appelé le 112. Elle pouvait entendre des sirènes au loin. La grange était maintenant entièrement la proie des flammes. La pluie inutile contre l'intensité du feu. D'autres voisins arrivèrent avec des seaux et des tuyaux, formant une ligne pour protéger la maison. Mais la grange était déjà perdue. Élise tenait sa mère, regardant des décennies d'histoire brûlée. L'ambulance arriva en premier, les ambulanciers chargeant rapidement Martine à l'intérieur. Élise voulait l'accompagner, mais il y avait trop de choses à gérer ici. Le père Thomas lui serra l'épaule. Je vais avec elle. Occupe-toi des choses ici. Les camions de pompiers arrivèrent ensuite. Mais trop tard pour sauver quoi que ce soit. Ils maîtrisèrent l'incendie, l'empêchant de se propager au champ. Mais c'était tout. Élise répondit mécaniquement à leurs questions, décrivant la vitesse à laquelle il s'était propagé. L'odeur d'accélérant. Ils hochèrent la tête d'un air sombre, prenant des notes. L'aube se leva, grise et misérable. La pluie avait enfin cessé, laissant tout glissant et dégoulinant. La grange était une ruine squelettique, fumant encore par endroits. Élise était assise dans les cendres, son fusil sur ses genoux, fixant les restes tordus du matériel et des bottes de foin réduites en charbon. Son téléphone vibra, la compagnie d'assurance, répondant à sa demande d'urgence. Niait la couverture, des problèmes structurels préexistants, prétendirent-ils, pas de couverture pour un incendie criminel présumé. Le père Thomas avait envoyé des nouvelles toute la nuit. Martine était stable, traitée pour inhalation de fumée. Il voulait la garder en observation.
Le veau était chez Julien. Effrayé mais indemne. Les mains d'Élise se resserrèrent sur son fusil. La grange avait tenu pendant 3 générations. Son grand-père l'avait construite. Son père l'avait entretenue. Et maintenant, elle toucha les cendres, les laissant tacher ses doigts de noir. Il ne s'agissait pas seulement de dommages matériels. Ils avaient essayé de tuer sa mère. D'autres messages arrivèrent. Des voisins offrant de l'aide. De l'espace de stockage. Des fournitures. Le soutien de la communauté aurait dû être réconfortant. Mais Élise l'enregistra à peine. Elle était concentrée sur les traces de pneus menant loin de la grange. Déjà à moitié effacées par la pluie. 2 jeux de traces, profondes dans la boue. Les assaillants avaient attendu la couverture de la tempête, sachant que cela ralentirait les temps de réponse des secours. Elle se leva lentement, les muscles raides d'être restée assise dans les cendres humides. Le soleil du matin tentait de percer les nuages, jetant une faible lumière sur la destruction. Élise ne bougea pas, son fusil près sur ses genoux, montant la garde alors que la cour de la ferme s'animait des sons normaux du matin. Mais rien dans ce matin n'était normal. Rien ne serait plus normal jusqu'à ce qu'elle mette fin à cela. D'une manière ou d'une autre. La chambre d'hôpital était trop silencieuse, rompue seulement par le bip régulier des moniteurs et la respiration laborieuse de Martine. Élise était assise à côté du lit, ses mains jointes autour des doigts burinés de sa mère. Le médecin disait que Martine s'améliorait. Mais la voir ainsi, petite et fragile contre les draps blancs, faisait mal à la poitrine d'Élise. « Ma chérie », la voix de Martine était rauque à cause de la toux. « Il y a quelque chose dans mon placard que tu dois aller chercher. » Étagère du haut, boîte à chaussures bleues. Élise commença à protester, ne voulant pas partir, mais Martine lui serra la main. « Vas-y maintenant, rapporte-la ici. » À la maison, la ferme semblait vide sans la présence de Martine. La cuisine sentait encore le sucre brûlé des conserves abandonnées. Les bocaux à moitié traités sur le comptoir. Par la fenêtre, le squelette noirci de la grange se dressait comme un rappel hideux. Élise trouva la boîte à chaussures exactement où Martine l'avait dit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres soigneusement conservées. Beaucoup avec des cachets de la poste militaire. Elle reconnut les adresses de retour. Des membres de son ancienne unité. De retour à l'hôpital, Martine était assise plus droite. Un peu de couleur revenue sur ses joues. « Lis-les », dit-elle en désignant la boîte. « J'ai gardé chacune d'elles pendant que tu étais en mission. » Élise sortit la première lettre. Postée il y a 8 ans. Le papier était froissé par de multiples lectures. L'encre légèrement fanée. « Madame », lut-elle à haute voix. « Votre fille a sauvé toute notre section aujourd'hui. Nous étions cloués au sol. Sous un feu nourri. » Élise est restée calme. A choisi ses tirs. 6 heures dans cette position. Sans jamais faiblir. Grâce à elle, nous sommes tous rentrés à la maison. Une autre lettre. Renaud est le meilleur observateur avec qui j'ai jamais travaillé. Sa patience, sa concentration, c'est comme si elle pouvait voir à travers les murs. Et une autre. On l'appelle fantôme, parce qu'elle apparaît exactement là où elle doit être. Exactement quand nous avons le plus besoin d'elle. Martine regardait le visage d'Élise pendant qu'elle lisait. Tu as toujours été spéciale. Ma chérie, ces gens l'ont vu aussi. C'est pourquoi ces voyous ne peuvent pas te battre. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Un coup à la porte les interrompit. Le père Thomas entra, suivi d'un flot de voisins portant des plats couverts et des cartes de bon rétablissement. La petite pièce se remplit rapidement de visages familiers et d'odeurs réconfortantes. Sœur Martine, la voix du père Thomas portait le poids du dimanche matin. Il voulait que cet incendie nous brise. Mais le feu purifie, le feu prouve ce qui est authentique. Il serra la main de Martine. Ils ont brûlé votre grange parce qu'ils craignent ce que vous représentez. Des générations d'agriculteurs français refusant de bouger. Julien posa une boîte à outils. Nous avons apporté des fournitures pour renforcer la clôture. Plus de caméras aussi, et j'ai du foin supplémentaire stocké pour ton veau. Ce bébé mange comme un champion chez Julien, ajouta Isabelle. Élise sentit quelque chose de serré dans sa poitrine commencer à se desserrer. Les lettres de son unité, le soutien indéfectible de ses voisins. Tout cela se cristallisa en un but clair. Ce soir-là, après s'être assurée que Martine était à l'aise pour la nuit, Élise parcourut sa propriété avec un regard neuf. Elle la voyait comme elle avait autrefois vu les zones de combat. Analysant les lignes de vue, identifiant les points d'étranglement, planifiant les champs de tir. La grange incendiée avait ouvert de nouveaux angles qu'elle pouvait utiliser. Elle travailla toute la nuit, installant des lumières à détecteurs de mouvement déguisés en projecteurs de sécurité. Des fils de détente connectés à des alarmes silencieuses qui enverraient une alerte sur son téléphone. Chaque approche de la maison était désormais couverte par au moins 2 positions cachées. Les anciens miradors de chasse devinrent des nids de snipers camouflés avec des branches fraîches. Elle plaça des repères de distance, des poteaux de clôture et des décorations de jardin d'apparence innocente à des distances clés. Tout véhicule descendant l'allée devrait passer par plusieurs zones préciblées. À l'aube,
Le père Thomas arriva avec du café et des biscuits. Il regarda Élise vérifier les flux des nouvelles caméras de sécurité sur son ordinateur portable. Tu ne protèges plus seulement ta terre, dit doucement le prêtre. Tu te bats pour tous ceux qu'ils ont chassés. Tous ceux qu'ils prévoient de chasser. Élise hocha la tête, faisant les derniers ajustements à un détecteur de mouvement. Je sais, c'est pourquoi ça doit s'arrêter ici. Tout au long de la journée, d'autres voisins vinrent aider. Ils réparèrent les clôtures, déblayèrent les débris de l'incendie de la grange et aidèrent Élise à renforcer ses défenses tout en leur donnant l'apparence d'un entretien agricole normal. Chaque livraison de nourriture ou d'outils était accompagnée d'offres de soutien, de promesses silencieuses de témoigner lorsque les assaillants reviendraient. Alors que le crépuscule approchait, Élise grimpa à sa position la plus élevée. Une plateforme renforcée cachée dans la cime d'un vieux chêne. À travers sa lunette, elle pouvait voir toute la propriété. L'allée, les champs, chaque approche. Les repères de distance brillaient faiblement dans sa vision nocturne. Les lettres de son unité étaient pliées dans sa poche. Leurs mots résonnant dans son esprit. Astérisque fantôme. Astérisque. C'est ce qu'elle devait être maintenant. Patiente, précise, présente. Le soleil plongea plus bas, peignant le ciel de teintes orange et violette. Élise s'installa en position, sa respiration lente et régulière. Sa lunette balayait le périmètre selon des schémas exercés. Tout était prêt. Venez alors, murmura-t-elle, sa voix portant la même certitude calme qu'elle avait eue au combat. L'obscurité s'approfondit, mais Élise resta immobile, attendant. Elle était exactement là où elle devait être. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du café de Lou, projetant de longues ombres sur les banquettes en vinyle craquelé. Chloé Dufour était penchée sur sa 3e tasse de café, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. La foule du petit déjeuner s'était éclaircie, ne laissant que quelques habitués sirotant leur tasse au comptoir. La cloche au-dessus de la porte tinta. Un homme en costume mal ajusté entra, ses yeux balayant la pièce avant de se poser sur Chloé. Elle le reconnut grâce à sa photo de profil. Marc, l'informaticien qui l'avait contacté via son système de messagerie sécurisé. Vous devez être la journaliste, dit-il en se glissant dans la banquette en face d'elle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait son sac d'ordinateur sur le siège à côté de lui. Merci de me rencontrer, dit Chloé, gardant sa voix basse. Un café ? Il secoua la tête. Je ne peux pas rester longtemps. Ce que je vais vous montrer, ça pourrait me coûter mon travail. Peut-être pire. Je comprends, mes protocoles de protection des sources sont solides. Personne ne remontera jusqu'à vous. Marc sortit une clé USB, la tenant sous la table. 3 ans de courriel entre le maire Dubois et Vincent Lambert. Des mémos internes, des invitations de calendrier, des transferts financiers, tout. Je faisais une maintenance de routine du serveur quand j'ai trouvé le dossier caché. Chloé prit la clé, la glissant dans sa poche. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous manifester ? Mes grands-parents ont perdu leur ferme en 85. Le même schéma, des réévaluations fiscales soudaines, des litiges sur les droits d'eau, du harcèlement. Quand j'ai vu ces courriels, il déglutit difficilement. L'histoire se répète, quelqu'un doit l'arrêter. Elle hocha la tête, lui faisant glisser un téléphone prépayé. Si vous pensez à autre chose, utilisez-le une seule fois, puis détruisez-le. Après le départ de Marc, Chloé se rendit directement à la mairie. Isabelle Mix l'attendait déjà dans son arrière-salle exiguë, entourée de piles de registres de propriété. Montre-moi ce que tu as, dit Isabelle en faisant de la place sur son bureau. Chloé brancha la clé USB. Des centaines de courriels apparurent à l'écran. Elles commencèrent à lire, leurs expressions s'assombrissant à chaque message. Regarde celui-là, pointa Chloé. De Lambert à Dubois. Une fois la propriété Renault nettoyée, nous pouvons commencer la phase 2. Les investisseurs de la fondation s'impatientent. Isabelle afficha des cartes de propriété sur son ordinateur. Phase 2. Ici, toutes ces parcelles marquées en rouge. Chacune d'entre elles, des fermes familiales. Elles passèrent des heures à croiser les courriels avec les registres fonciers. Un schéma clair émergea. La fondation de Lambert identifiait des propriétés cibles. Ensuite, Dubois trouvait des moyens de faire pression sur les propriétaires. Citation bidon. Permis suspendu. Amendes arbitraires. Lorsque les propriétaires ne pouvaient pas payer, la fondation intervenait avec des offres dérisoires. C'est du vol coordonné, marmonna Isabelle en imprimant un autre document. Il planifie ça depuis des années. Le téléphone de Chloé vibra. Un message de son rédacteur en chef. L'histoire de l'incendie de la grange devenait virale. Les commentaires affluaient de tout le pays. Beaucoup partageaient des expériences similaires d'accaparement de terres déguisées en développement. Nous devons transmettre ça aux autorités, dit Chloé. Mais ça doit être béton. Une erreur et ils l'enterreront. Isabelle sortit un nouveau classeur à soufflet. Je vais certifier des copies de tout. Registre de propriété, évaluation fiscale, documents sur les droits d'eau. Mon tampon les rend légalement admissibles.
Elles travaillèrent pendant le déjeuner, organisant l'épreuve chronologiquement. Chloé écrivit une chronologie détaillée reliant chaque courriel aux actions officielles correspondantes. Isabelle ajouta des déclarations sous serment notariées d'autres agriculteurs qui avaient été ciblés. En fin d'après-midi, elles avaient assemblé un dossier complet. Isabelle scella chaque section avec les tampons officiels de la mairie. Ses mains fermes malgré le risque qu'elle prenait. 23 ans que je travaille ici, dit-elle doucement. J'ai vu de braves gens tout perdre parce que le système était truqué contre eux. Pas cette fois. Elles se rendirent à la ferme d'Élise alors que le soleil se couchait. La cour était animée de voisins aidant à réparer les dégâts de l'incendie. Leurs phares illuminant la charpente noircie de la grange. Élise les accueillit sur le porche. Son fusil jamais loin. Des cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle n'avait pas beaucoup dormi depuis l'incendie. Montrez-moi, dit-elle en les faisant entrer. À la table de la cuisine. Elles étalèrent l'épreuve. Élise lut chaque page attentivement. Son expression se durcissant en voyant l'ampleur de la conspiration, des courriels discutant de sa mère par son nom. Des plans pour faire un exemple de leur résistance. Regarde les dates, souligna Chloé. Ils ont commencé à cibler vos droits d'eau des mois avant le premier raid. La violence était le plan B. Tout est légal sur le papier, ajouta Isabelle. C'est comme ça qu'ils s'en sont tirés si longtemps. Mais ces courriels prouvent une association de malfaiteurs. Élise étala les papiers sur la table, les arrangeant comme elle planifierait une opération tactique. Combien de copies ? 3, dit Chloé. Une pour le bureau du procureur. Une pour le coffre de mon rédacteur en chef. Une pour tes archives. Mon contact au bureau est prêt à agir, dit Isabelle. Mais ils ont besoin que tout soit parfait. Une erreur de procédure et les avocats de Lambert le déchiquetteront. Élise prit l'enveloppe principale, sentant son poids, toutes ses vies, toute cette douleur réduite à des papiers et des impressions. Mais le papier pouvait couper. Le papier pouvait brûler assez fort pour faire tomber des empires. Elle pressa le sceau de sa famille dans la cire rouge qu'Isabelle avait apportée, marquant l'enveloppe comme officiellement fermée. La cire brillait à la lumière de la cuisine comme une goutte de sang en faisant une promesse. La vérité brûlera plus fort que leur feu, dit Élise en rendant l'enveloppe à Isabelle. La nuit tomba sur la ferme d'Élise Renaud comme une lourde couverture. Des centaines de petites flammes vacillaient dans l'obscurité alors que les voisins se rassemblaient, tenant des bougies qui repoussaient la pénombre. La veillée pour le terroir, organisée par le père Thomas, avait attiré des gens de 3 départements. Ils se tenaient épaule contre épaule, les téléphones levés pour diffuser en direct chaque instant. Julien ajusta la dernière caméra montée sur le poteau de clôture, faisant un signe de pouce levé à Élise. Flux en direct fluide. Le monde entier regarde maintenant. De sa position cachée dans le mirador renforcé, Élise vérifia son fusil une dernière fois. Le poids familier se posa contre son épaule alors qu'elle scrutait le périmètre à travers la lunette. Des détecteurs de mouvement et des fils de détente créaient une toile invisible sur sa terre. Rien ne bougerait sans qu'elle le sache. À l'intérieur de la ferme, Martine était agenouillée en prière, sa Bible ouverte sur la table de la cuisine. La lumière des bougies attrapait l'argent de ses cheveux alors qu'elle chuchotait des versets familiers. La foule rassemblée à l'extérieur chantait des hymnes qui flottaient à travers les fenêtres, accompagnant ses paroles en harmonie. « Garde ma petite fille en sécurité », priait-elle. « Garde ses mains fermes et son cœur fort. » La voix d'Élise crépita sur la radio de Julien. Mouvement sur la route d'accès. Plusieurs véhicules. Le chant cessa. Les caméras des téléphones pivotèrent vers l'obscurité au-delà de la ligne de propriété. Le grondement de moteurs lourds brisa la paix de la nuit. Des phares percèrent la pénombre. Un convoi de camions menant 2 énormes bulldozers. Les machines avançaient comme des monstres de métal, leur peinture jaune ternie par la saleté et la rouille. Derrière eux venaient d'autres véhicules remplis de silhouettes en vêtements sombres. C'est une veillée pacifique. La voix du père Thomas retentit, amplifiée par des haut-parleurs. Nous sommes rassemblés dans la prière et le témoignage. Les bulldozers ne ralentirent pas. Leurs moteurs rugirent alors qu'ils approchaient de la clôture. La lunette d'Élise se posa sur le radiateur de la machine de tête. Clairement visible dans sa vision nocturne, elle prit une lente inspiration. La retint. Le premier coup claqua dans l'air comme le tonnerre. Le radiateur du bulldozer éclata dans un jet de vapeur et de liquide de refroidissement. La machine cahota, crachant de la fumée noire alors que son moteur se grippait. Des cris éclatèrent parmi les assaillants. Des faisceaux de lampes de poche balayèrent sauvagement, essayant de localiser le tireur. Élise déplaçait déjà sa visée sur le second bulldozer. Un autre tir, précis, contrôlé. Les conduites hydrauliques de la seconde machine se rompirent. Du fluide gicla sur ses chenilles. L'opérateur abandonna la cabine, se précipitant pour se mettre à l'abri. Mon Dieu, chuchota quelqu'un dans la foule. Les téléphones capturaient tout, diffusant les tirs magistraux d'Élise à des milliers de spectateurs. Les assaillants se regroupèrent,
sortant leurs propres armes. Un drone bourdonna au-dessus, sa caméra cherchant la position d'Élise. Elle le suivit à travers sa lunette, anticipant légèrement sa trajectoire de vol. Le tir faucha le drone en plein ciel. Il tomba en spirale, traînant de la fumée, s'écrasant dans la terre. La foule halta. Les commentaires inondèrent le direct. Astérisque, avez-vous vu ça? Précision militaire. Elle protège sa terre. Astérisque. La voix du maire Dubois tonna à travers un mégaphone. Élise Renault, vous interférez avec une inspection légale de propriété. La réponse d'Élise fut de tirer sur le projecteur de son véhicule de patrouille. Le plongeant dans l'obscurité, le verre tinta contre le capot. D'autres véhicules tentèrent d'avancer. Élise les élimina méthodiquement. Radiateur, bloc moteur, pneus, chaque tir résonnait avec un but. Démontrant son contrôle. Personne ne fut touché, mais chaque balle envoyait un message clair. Astérisque, vous ne prendrez pas cette terre. Astérisque. La confiance des assaillants se fissura. Certains coururent vers leur camion, se retirant dans la nuit. D'autres se blottirent derrière leur véhicule, refusant d'avancer contre un tireur invisible. Le visage du maire Dubois se tordit de rage. Toutes les unités, avancez maintenant. Les gendarmes hésitèrent, regardant les véhicules en panne et l'audience en ligne grandissante. Avant qu'ils ne puissent décider, de nouvelles lumières apparurent à l'horizon. Des gyrophares rouges et bleus accompagnés de sirènes. Des véhicules de la gendarmerie nationale. D'une unité spéciale. Une voix tonna à travers des haut-parleurs de qualité professionnelle. Tout le monde, ne bougez plus. Des vues noires rugirent sur les lieux. Des agents en équipement tactique en sortirent. Armes levées, la foule s'écarta pour les laisser passer. Les téléphones enregistrant chaque seconde. Maire Jean-Pierre Dubois, un agent en costume s'avança, brandissant un insigne. Vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, corruption et violation des droits civils. Deux agents attrapèrent Dubois avant qu'il ne puisse atteindre son arme. Ils le menottèrent alors qu'il balbutiait des menaces et des dénégations. Le direct capta son visage alors que les menottes se refermaient. La défaite et la fureur se livrant bataille dans ses yeux. Kevin tenta de s'enfuir mais ne fit pas 3 pas avant que les agents ne le plaquent au sol. Il tomba en hurlant à propos de la protection de son oncle. Sa bravade finalement brisée. La dernière arrestation fut la plus douce. Vincent Lambert arriva dans son vue de luxe, espérant probablement assister au succès de son plan. Les agents entourèrent son véhicule, lui ordonnant de sortir, arme au poing. C'est ridicule, dit-il alors qu'il le menottait. Je suis un philanthrope, j'aide les communautés à grandir. Dites ça au grand jury, répondit l'agent principal. Nous avons vos courriels. La foule éclata de joie alors que les 3 hommes étaient conduits à des véhicules séparés. Les téléphones capturaient chaque moment. Le maire corrompu se baissant dans une voiture. Son neveu pleurant alors qu'il était emmené. La façade lisse du promoteur se fissurant enfin. Élise regarda tout cela à travers sa lunette. Le doigt toujours stable sur la détente. Elle ne se détendrait pas avant que le dernier agent n'ait quitté sa propriété. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris que la victoire n'était complète que lorsque le terrain était sécurisé. La voix du père Thomas s'éleva au-dessus du chaos. Que la justice coule comme les eaux et la droiture comme un puissant fleuve. La foule reprit le chant. Les bougies levées plus haut. Les téléphones projetant de la lumière dans l'obscurité. Sur les écrans à travers le pays. Les spectateurs regardaient la justice arriver enfin à la ferme d'Élise Renault. Les semaines passèrent comme les saisons qui changent. Régulières, inévitables, pleines de croissance. La nouvelle grange se dressait fièrement contre le ciel d'automne. Son bois frais brillant dans la lumière de l'après-midi. Les mains de la communauté l'avaient érigée en seulement 3 jours. Le travail ponctué de rires et de repas partagés. La structure était plus solide qu'avant. Renforcée de poutres en acier et doublée de matériaux ignifuges. Martine était assise dans son fauteuil à bascule préféré sur le porche. Un grand bol de poids sur ses genoux. Ses doigts se déplaçant avec une grâce exercée. L'Écosse s'ouvrant avec de doux pops. Une brise portait les rires des enfants depuis le jardin pédagogique où Julien enseignait à un groupe le compagnonnage des plantes. Vous voyez comment les œillets d'Inde protègent les tomates? Sa voix flottait. La nature nous offre des partenariats. Nous devons juste écouter. Élise sortit sur le porche, essuyant la sueur de son front. Elle avait passé la matinée à installer de nouvelles lignes d'irrigation avec un groupe d'agriculteurs voisins. Le programme d'échange de semences de la coopérative était florissant, rassemblant les gens pour partager des connaissances autant que des graines. « Maman, tu as vu les nouvelles du matin ?» demanda Élise en s'asseyant sur la chaise à côté de Martine. Martine sourit, ses yeux se plissant au coin. Bien sûr, le grand jury fédéral a été occupé. Les mises en examen étaient tombées comme une pluie d'été, régulières et purifiantes. Le maire Dubois faisait face à 20 ans pour corruption et violation des droits civils. Son neveu Kevin était devenu témoin de l'État, déversant des détails sur des années de harcèlement orchestré contre les agriculteurs.
L'empire de Lambert s'effondrait alors que les enquêteurs découvraient des couches de fraude. Ils parlent de millions en dédommagement, dit Élise en prenant une poignée de cosses de pois du bol de sa mère. Pas seulement pour nous, pour chaque famille qu'ils ont chassée de leur terre. Le Seigneur agit de manière mystérieuse, fredonna Martine. Parfois à travers la lunette d'un sniper. Élise gloussa, mais ses yeux restèrent sérieux. Nous apprenons maintenant aux gens à se protéger légalement. Isabelle anime des ateliers sur la vérification des actes de propriété. Chloé montre aux gens comme tout documenter. Dans le jardin pédagogique, une petite fille poussa un cri de joie en découvrant une tomate mûre cachée sous de larges feuilles. Le son se propagea à travers la propriété, se mêlant au doux tintement des carillons que Julien avait accrochés à la charpente de la nouvelle grange. La voiture du père Thomas arriva sur l'allée. Soulevant de la poussière, il en sortit, portant une pile de papier et un ordinateur portable. Depuis la nuit de la veillée, il coordonnait avec les avocats, s'assurant que chaque famille affectée obtienne ce qui lui était dû. « Élise » appela-t-il en agitant les papiers. « Je viens d'apprendre qu'il prolonge le délai de réclamation. De plus en plus de gens se manifestent chaque jour. » Élise hocha la tête, la satisfaction réchauffant sa poitrine. L'histoire s'était propagée bien au-delà de leur département, inspirant d'autres communautés à se dresser contre les stratagèmes d'accaparement de terre. Sa ferme était devenue un symbole de résistance. Mais plus importante encore, elle devenait un centre d'apprentissage. 3 fois par semaine, elle enseignait la défense tactique de la propriété, de la mise en place de caméras de sécurité à la création de lignes de vue claires. Mais elle soulignait que la défense la plus solide était la communauté. Vos voisins sont votre meilleur système d'alarme, leur disait-elle. Construisez ces relations, elles sont plus difficiles à briser que n'importe quelle clôture. Un camion arriva, chargé de plans pour l'échange du lendemain. Élise reconnut le chauffeur, un jeune agriculteur dont la famille avait perdu des terres il y a 20 ans. Ils utilisaient l'argent du dédommagement pour redémarrer, cette fois avec le soutien de la coopérative. « J'ai les tomates anciennes que tu voulais », cria-t-il en sautant de la cabine. La variété de mon grand-père, conservée depuis 3 générations. Martine rayonna. « Apporte-les ici, mon fils, laisse-moi voir ce que ton peuple cultivait. » Élise regarda le jeune homme porter soigneusement un plateau de plants sur le porche. Son grand-père avait travaillé ce même sol avant d'être expulsé. Maintenant, son petit-fils était de retour, apprenant et enseignant à parts égales. La lumière de l'après-midi s'adoucit, peignant tout de tons de miel. Le téléphone d'Élise vibra de messages d'autres agriculteurs partageant des images de sécurité, demandant des conseils, coordonnant des livraisons. Le réseau se renforçait chaque jour. « Mademoiselle Élise » appela une voix d'enfant depuis le jardin. « Venez voir ce qu'on a trouvé. » Elle se leva, étirant des muscles fatigués par un bon travail. En descendant les marches du porche, elle passa devant la nouvelle plaque que Julien avait montée près du portail. De simples lettres de bronze attrapaient la lumière. Astérisque, nous sommes restés. Astérisque. L'histoire s'était propagée à travers le pays, l'agricultrice sniper qui protégeait sa terre. La communauté qui la soutenait. Le système corrompu qui faisait enfin face à la justice. Mais Élise savait que la vraie histoire se trouvait dans ces moments calmes. Des enfants apprenant à cultiver la nourriture. Des aînés partageant leur sagesse. Des voisins s'entraidant. Un groupe d'étudiants se rassembla autour d'un bac surélevé, pointant avec enthousiasme quelque chose. Élise s'agenouilla à côté d'eux, souriant alors qu'ils lui montraient une graine en germination qu'ils avaient plantée la semaine dernière. « Vous voyez, » dit fièrement un garçon. « Ça pousse. » « C'est ce que nous faisons ici, » répondit Élise en touchant doucement la terre. « Nous cultivons, nous nous renforçons, nous restons. » Le coucher de soleil peignait le ciel de teintes roses et dorées, projetant de longues ombres sur des champs qui appartenaient à sa famille depuis des générations. Élise se tenait au bord du jardin pédagogique, regardant les gens se déplacer sur sa terre avec détermination et un sentiment d'appartenance. Elle pensa à la nuit du raid, à la peur qu'ils avaient essayé de semer, à la destruction qu'ils avaient apportée. Mais la peur ne pouvait pas prendre racine dans un sol aussi riche de détermination. Le feu ne pouvait pas consumer des générations de persévérance. En regardant la ferme prospère, la nouvelle grange, les jardins pleins, les gens se rassemblant pour apprendre et partager, Élise murmura des mots qui étaient à la fois une victoire et une promesse. Ils sont venus avec le feu. Nous avons répondu par les racines.